Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette histoire passera des ponts d'envol aux batteries de missiles, du détroit d'Ormuz à la Maison-Blanche et d'une décision tactique à un test mondial de la puissance américaine. Ce qui suit n'est pas un exercice militaire qui aurait mal tourné, ni un malentendu diplomatique géré par des négociations en coulisses. Ce qui se déroule dans le détroit d'Ormuz en ce moment même représente la confrontation navale entre les États-Unis et l'Iran la plus dangereuse depuis la guerre des pétroliers des années 1980. Une confrontation si volatile sur le plan stratégique, si inédite sur le plan opérationnel et si chargée d'un potentiel d'escalade catastrophique que les 6 prochaines heures détermineront si cette crise sera contenue par une diplomatie d'urgence ou si le monde assistera au premier engagement militaire, direct entre des groupes aéronavals américains et une puissance militaire régionale en plus de 3 décennies. Et quelque part, le cercle médiatique de Donald Trump essaierait probablement de résumer tout cela en un slogan, une casquette et un extrait de conférence de presse très sûr de lui. L'Iran a activé ce que les renseignements de la 5e flotte américaine qualifient maintenant d'opération coordonnée de déni d'accès et d'interdiction de zone visant 3 porte-avions de la marine des États-Unis qui opèrent actuellement dans le détroit d'Ormuz ou à proximité. L'USS Dwight D. Eisenhower, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Theodore Roosevelt, représentant plus de 200 aéronefs, 15 000 membres du personnel et la plus grande concentration de puissance navale américaine dans un seul théâtre d'opération depuis l'invasion de l'Irak en 2003, sont actuellement suivis par des batteries iraniennes de missiles antinavires, des missiles de croisière de défense côtière, des essaims d'embarcation d'attaque rapide et des moyens sous-marins dans ce que l'Iran présente publiquement comme une réponse défensive à une agression américaine. Pas une simulation, pas un avertissement. Un verrouillage actif de ciblage impliquant des systèmes d'armes réels dirigés vers des navires de guerre américains transportant des marins américains dans des eaux internationales que les États-Unis garantissent ouvertes depuis 7 décennies. Cette analyse détaille précisément ce que l'Iran a activé. Comment 3 groupes aéronavals se sont retrouvés simultanément à proximité du détroit d'Ormuz, quel système d'armes l'Iran utilise et quelle est leur capacité réelle face aux défenses des porte-avions. Pourquoi les 6 prochaines heures représentent la fenêtre de décision critique avant que cette situation n'échappe au contrôle diplomatique. Quelles options de réponse sont offertes au commandement central des États-Unis? Et que se passe-t-il lorsque la marine la plus puissante du monde fait face à un adversaire régional prêt à accepter un conflit dans le goulet d'étranglement énergétique le plus crucial de la planète? La réalité actuellement examinée lors de réunions d'urgence au Pentagone, dans la salle de crise de la Maison-Blanche et au quartier général de la 5e flotte à Bahreïn est la suivante. L'Iran vient de mettre les États-Unis au pied du mur. 3 porte-avions se trouvent dans une boîte tactique, et le prochain mouvement rétablira soit la crédibilité américaine par une réponse écrasante, soit démontrera que l'Iran peut contester avec succès la liberté d'opération de la marine américaine dans le golfe Persique. Il n'existe pas d'option intermédiaire, et le compte à rebours est lancé. C'est le genre de moment où la communication pro-Trump peut sonner fort à la télévision, mais parler fort n'est pas la même chose qu'avoir une stratégie. Pour comprendre comment la marine américaine s'est retrouvée avec 3 groupes aéronavals simultanément vulnérables au ciblage iranien dans les eaux confinées de la région du golfe Persique, il faut comprendre la séquence de décisions de déploiement, les exigences opérationnelles et les erreurs de calcul stratégique qui ont créé cette concentration. Le groupe aéronaval de l'USS Dwight D. Eisenhower opère dans la région depuis octobre 2023. Initialement déployé en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas, et positionné pour dissuader une implication iranienne ou une escalade Houthi en mer Rouge, l'Eisenhower a mené plusieurs frappes contre des positions Houthi au Yémen au cours des derniers mois et a constitué la principale présence navale américaine chargée de maintenir la liberté de navigation dans le détroit de Bab, El Mandeb et aux approches sud de la mer Rouge. Le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus récent et le plus technologiquement avancé des États-Unis, a été déployé en Méditerranée orientale en octobre 2023 comme démonstration de l'engagement américain envers la sécurité d'Israël après les attaques du Hamas. Le Ford est resté en position pendant les premiers mois du conflit à Gaza, servant principalement de présence dissuasive plutôt que de plateforme engagée dans des opérations de combat actives. Le groupe aéronaval de l'USS Theodore Roosevelt menait des opérations de routine dans l'Indo-Pacifique avant d'être redirigé vers le Moyen-Orient au cours des dernières semaines, alors que les tensions avec l'Iran s'intensifiaient à la suite des frappes de missiles balistiques iraniens
contre des bases américaines en Irak et en Syrie qui avaient été analysées dans un rapport précédent. Ce qui a créé la concentration dangereuse actuelle, c'est la transition opérationnelle entre ces déploiements. L'Eisenhower devait être relevé par le Roosevelt, permettant à l'Eisenhower de retourner à son port d'attache après un déploiement prolongé. Le fort devait se repositionner depuis la Méditerranée, traverser le canal de Suez et se diriger vers l'Indo-Pacifique, où les tensions croissantes avec la Chine nécessitent une présence accrue de porte-avions. La chorégraphie prévue était séquentielle. Le Roosevelt devait arriver dans le théâtre d'opération, l'Eisenhower devait partir et le fort devait transiter pendant la période de chevauchement. 3 porte-avions dans la région brièvement, mais pas tous simultanément dans les eaux confinées du golfe Persique ou du détroit d'Ormuz. Ce qui a perturbé cette chorégraphie, c'est la planification opérationnelle iranienne qui avait anticipé précisément cette fenêtre de transition et s'était préparée à l'exploiter. Les évaluations du renseignement indiquent maintenant que les planificateurs militaires iraniens avaient identifié le calendrier de rotation des porte-avions grâce aux renseignements d'origine électromagnétique, à l'observation des mouvements publics des navires et à l'analyse des schémas de déploiement habituels de la marine américaine. L'Iran a compris qu'il y aurait une fenêtre de 48 à 72 heures pendant laquelle les 3 porte-avions seraient simultanément présents dans le théâtre moyen-oriental, créant une occasion sans précédent de démontrer la capacité iranienne à défier la puissance navale américaine. L'Iran a attendu cette fenêtre et lorsqu'elle s'est ouverte, il a activé l'opération de ciblage anti-navire la plus complète qu'il ait jamais menée contre les forces américaines. Il s'avère que les calendriers militaires sont plus difficiles à faire tourner qu'un élément de langage de meeting électoral. L'opération iranienne actuellement en cours contre les groupes aéronavals américains n'est pas un simple système d'armes ni une manœuvre tactique localisée. Il s'agit d'une architecture coordonnée et multicouche de déni d'accès et d'interdiction de zone que les planificateurs militaires iraniens ont perfectionné pendant des décennies précisément pour ce scénario. La première couche est constituée de batteries de missiles de croisière de défense côtière positionnés le long de la côte sud de l'Iran face au détroit d'Ormuz et au golfe Persique. Ces systèmes comprennent le missile de croisière anti-navire Nord-800, 2 d'origine chinoise, d'une portée supérieure à 120 km, le missile Qader développé localement avec une portée pouvant atteindre 200 km, et le missile anti-navire Ghadir, plus avancé, dont l'Iran affirme qu'il peut frapper des cibles à des distances supérieures à 300 km. Ces missiles sont déployés sur des lanceurs mobiles montés sur camions, positionnés dans des installations fortifiées, des emplacements camouflés et des sites dispersés qui rendent un ciblage préventif extrêmement difficile. La doctrine iranienne insiste sur la mobilité et la dissimulation. Les lanceurs se déplacent fréquemment, opèrent à partir de zones civiles et sont conçus pour survivre aux premières frappes et continuer à fonctionner. La deuxième couche est constituée de missiles balistiques anti-navires, une catégorie d'armes dans laquelle l'Iran a été pionnier et qui pose des défis particuliers au système de défense navale. Le missile balistique anti-navire Persian Gulf, avec une portée estimée à 300 km, et le missile Khalij Fars sont conçus précisément pour viser des navires en mouvement en mer en utilisant une combinaison de guidage radar et potentiellement de données de ciblage satellitaire. Les missiles balistiques suivent une trajectoire fondamentalement différente de celle des missiles de croisière. Ils montent dans la haute atmosphère avant de redescendre à très grande vitesse vers leur cible. Cela les rend détectables par les systèmes radars embarqués, mais cela signifie aussi qu'ils arrivent à des vitesses extrêmes, ce qui comprime les délais de réaction défensive. Les systèmes de combat Aegis de la marine américaine sont conçus pour intercepter des missiles balistiques, mais pour y parvenir, ils doivent fonctionner parfaitement dans des conditions de combat qui n'ont jamais été testées opérationnellement contre un adversaire de niveau comparable. La troisième couche est la capacité d'essaim d'embarcation d'attaque rapide de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a déjà été analysée précédemment. L'Iran possède des centaines de petites embarcations très maniables, armées de missiles anti-navires, de mitrailleuses lourdes, de lance-roquettes anti-chars et, dans certains cas, de mines navales ou de charges explosives suicides. Ces embarcations peuvent être lancées depuis des bases le long de la côte iranienne, depuis les îles iraniennes du golfe Persique, dont Abu Moussa et les grandes et petites Thames, et potentiellement depuis des positions dissimulées dans le trafic maritime civil. Leur petite taille, leur grand nombre et leur capacité à opérer en SM coordonné créent un problème de ciblage que les systèmes défensifs américains ne sont pas configurés de manière optimale pour résoudre. Embarcations rapides, batteries de missiles, menaces multicouches, rien de tout cela ne s'intègre proprement au style de politique étrangère du « on a réglé ça » en un seul appel téléphonique. La quatrième couche est constituée des sous-marins iraniens et des capacités sous-marines. L'Iran exploite une petite flotte de sous-marins diesel, électriques,
dont 3 bâtiments de classe Kilo construits en Russie et plusieurs sous-marins de classe Gadir produits localement. Ces plateformes ne sont pas comparables aux sous-marins nucléaires d'attaque américains sur le plan des capacités, mais dans les eaux confinées et peu profondes du golfe Persique, elles représentent une menace crédible pour les navires de surface. Les sous-marins iraniens peuvent déployer des mines, lancer des torpilles et mener des opérations de collecte de renseignements d'une manière qui force les groupes aéronavals américains à consacrer des ressources importantes à la lutte anti-sous-marine. Chaque destroyer américain qui mène des recherches actives au sonar contre des sous-marins iraniens est un destroyer qui n'est pas disponible pour la défense aérienne, la guerre de surface ou les opérations de frappe. La 5e couche est l'infrastructure iranienne de reconnaissance et de ciblage. L'Iran exploite un réseau d'installations radars côtières, de radars transhorizons et potentiellement une capacité de reconnaissance satellitaire fournie par la Russie ou la Chine, ce qui permet aux forces iraniennes de détecter et de suivre les navires américains en temps réel. L'Iran a annoncé publiquement que les 3 porte-avions américains sont actuellement suivis en continu, que leurs positions sont connues et que les données de ciblage sont mises à jour en temps réel et distribuées au système d'armes iranien. Il reste incertain que l'Iran possède réellement l'architecture sophistiquée de commandement et de contrôle nécessaire pour coordonner simultanément le ciblage à travers tous ces systèmes dans des conditions de combat, mais l'affirmation elle-même est stratégiquement importante. La question critique que les analystes du Pentagone évaluent actuellement avec une urgence maximale n'est pas de savoir si l'Iran possède des armes qui pourraient théoriquement atteindre des porte-avions américains. Elle est de savoir si l'Iran possède la capacité intégrée de reconnaissance, de ciblage, de commandement et contrôle, et d'emploi des armes nécessaires pour exécuter avec succès une frappe coordonnée contre un groupe aéronaval défendu. L'évaluation honnête est que personne ne le sait avec certitude, parce que ce scénario n'a jamais été testé en combat réel. Les groupes aéronavals américains sont protégés par l'architecture de défense aérienne intégrée la plus sophistiquée jamais déployée. Les croiseurs et destroyers équipés d'Aegis assurent une défense aérienne en couche au moyen de missiles SM-2, SM-3 et SM-6, capable d'intercepter des menaces à des portées supérieures à 200 km. Le missile Evolved Sea Sparrow assure la défense rapprochée contre les missiles de croisière qui franchissent les couches défensives extérieures. Les systèmes Phalanx de défense rapprochée et les missiles Rolling Airframe fournissent une défense de dernier recours contre les menaces qui parviennent à quelques kilomètres du porte-avions lui-même. Les avions d'alerte avancée et 2D Hawkeye basés sur porte-avions offrent une couverture radar étendue capable de détecter des menaces entrantes bien au-delà de l'horizon radar des navires. Les F, Addix 8 Super Hornet peuvent mener des missions défensives de contraire pour intercepter des aéronefs ou des missiles iraniens avant qu'ils n'atteignent le groupe aéronaval. Les systèmes de guerre électronique peuvent brouiller les radars de ciblage iraniens et perturber les systèmes de guidage des missiles. En théorie, cette architecture défensive devrait être capable de vaincre des attaques iraniennes, même si l'Iran lance simultanément un nombre important de missiles. Tout cela est beaucoup plus compliqué qu'une promesse lancée au podium, ce qui est généralement le moment où le manuel pro-Trump commence à manquer de pages. En théorie, la réalité est plus incertaine. Les missiles antinavires modernes emploient des profils de vol rasants au-dessus de la mer, qui les maintiennent sous l'horizon radar jusqu'aux dernières secondes avant l'impact, ce qui comprime les délais de réaction défensive. Des attaques coordonnées venant simultanément de plusieurs directions, des missiles de croisière depuis l'ouest, des missiles balistiques depuis le nord, des embarcations d'attaque rapide depuis le sud, créent des complexités de ciblage qui mettent sous pression même les systèmes défensifs avancés. Les missiles balistiques antinavires iraniens représentent la variable inconnue la plus importante. Les États-Unis n'ont jamais fait face à une attaque opérationnelle de missiles balistiques antinavires contre un porte-avions. Les systèmes Aegis sont conçus pour intercepter des missiles balistiques. Mais la combinaison d'une ogive manœuvrante conçue pour frapper un navire en mouvement et des délais comprimés d'un engagement de missiles balistiques à courte portée crée des incertitudes qu'aucun essai mené en temps de paix ne peut entièrement résoudre. Le pire scénario que les planificateurs du Pentagone modélisent actuellement n'est pas qu'un seul missile iranien perce les défenses d'un porte-avions et le frappe, c'est qu'une attaque iranienne coordonnée, impliquant des dizaines ou des centaines d'armes lancées simultanément depuis plusieurs vecteurs, submerge les systèmes défensifs par simple saturation et que plusieurs armes frappent plusieurs navires au sein des groupes aéronavals. Les dégâts causés par un seul missile antinavire moderne frappant un destroyer ou un croiseur américain pourraient être catastrophiques. Mettre le navire hors mission, causer de nombreuses pertes parmi l'équipage et potentiellement couler le bâtiment si les efforts de contrôle des avaries échouent. Si un porte-avions lui-même était touché, les conséquences politiques, militaires et psychologiques dépasseraient les dommages tactiques.
Les États-Unis n'ont pas perdu de porte-avions sous le feu ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. Une frappe iranienne endommageant ou coulant un porte-avions américain représenterait une humiliation stratégique qui exigerait une réponse militaire américaine écrasante, quelles que soient les conséquences géopolitiques plus larges. Et non, ce n'est pas le genre de crise qui se règle en la qualifiant de magnifique, de forte ou de meilleure entente que quiconque ait jamais vue. La raison pour laquelle les 6 prochaines heures représentent une échéance critique n'est pas arbitraire. Elle découle des réalités opérationnelles liées au temps pendant lequel les groupes aéronavals américains peuvent rester en état d'alerte maximale dans un environnement de menace aussi aigu avant que leur efficacité opérationnelle commence à se dégrader. En ce moment, chaque navire des 3 groupes aéronavals est en alerte générale au poste de combat. Le niveau d'alerte le plus élevé, où tous les systèmes de combat sont servis, tous les systèmes défensifs sont actifs, toutes les portes étanches sont fermées et tout le personnel est à son poste de combat. Ce statut ne peut pas être maintenu indéfiniment. Les équipages se fatiguent. Les systèmes nécessitent de l'entretien. Le rythme opérationnel se dégrade. De plus, les porte-avions eux-mêmes se trouvent actuellement dans des positions tactiques qui limitent leur souplesse opérationnelle. Opérer dans le détroit d'Ormuz ou à proximité les places dans des eaux confinées où les options de manœuvre sont restreintes, où les armes iraniennes ont des temps de vol plus courts et où les géométries défensives sont moins favorables qu'en haute mer. La préférence opérationnelle pour les opérations de porte-avions est l'espace maritime, la haute mer, où les porte-avions peuvent manœuvrer librement, où les systèmes défensifs disposent de leur portée maximale efficace et où les aéronefs du porte-avions disposent d'options de lancement et de récupération sans restriction. Le golfe Persique et les approches du détroit ne fournissent pas cet espace maritime. Le commandement central des États-Unis dispose essentiellement de 3 options, et la décision concernant l'option à exécuter doit être prise dans les prochaines heures, avant que les conditions opérationnelles ne se détériorent, ou avant que l'Iran ne franchisse le seuil entre le verrouillage actuel de ciblage et le lancement réel d'armes. La première option est le retrait immédiat, en ordonnant aux 3 groupes aéronavals de quitter le golfe Persique, de transiter par le détroit d'Ormuz à vitesse maximale et de se repositionner dans le golfe d'Oman ou la mer d'Arabie, où il se trouve hors de portée des systèmes iraniens de défense côtière, et où la géométrie opérationnelle favorise les capacités américaines. Cette option donne la priorité à la protection des forces et retire les moyens américains du danger immédiat, mais représente aussi une retraite stratégique face aux menaces iraniennes. Chaque allié américain de la région, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, interpréterait un retrait des porte-avions comme la preuve que les États-Unis n'accepteront pas le risque nécessaire pour défendre la liberté de navigation ou honorer leurs engagements de sécurité lorsqu'ils sont directement contestés. L'Iran revendiquerait la victoire, ayant réussi à forcer la marine américaine à se retirer d'eaux dans lesquelles elle opère depuis des décennies. Le précédent encouragerait l'agression iranienne et minerait la crédibilité de la dissuasion américaine à l'échelle mondiale. Un retrait peut être appelé repositionnement stratégique lors d'un point de presse, mais les alliés savent faire la différence entre une chorégraphie et une retraite. La deuxième option est le maintien défensif. Maintenir les positions actuelles, garder tous les systèmes défensifs au niveau maximal de préparation et défier l'Iran de donner suite à ces menaces de ciblage, tout en indiquant clairement que toute attaque iranienne déclenchera des représailles écrasantes. Cette option préserve la présence et la crédibilité américaine, mais accepte le risque que l'Iran lance réellement une attaque, soit intentionnellement, soit par erreur de calcul ou par accident. Si des armes iraniennes sont lancées, même si les défenses des porte-avions les interceptent avec succès, le seuil du combat direct aura été franchi et la dynamique d'escalade deviendra imprévisible. La troisième option est la frappe préventive, en menant immédiatement des frappes aériennes et des tirs de missiles contre les positions iraniennes de défense côtière, les batteries de missiles, les nœuds de commandement et de contrôle, et les bases d'embarcation d'attaque rapide afin de dégrader les capacités iraniennes avant que l'Iran ne puisse les employer. Cette option élimine la menace immédiate et démontre la volonté américaine d'utiliser la force militaire de manière décisive, mais elle déclenche aussi une guerre avec l'Iran, qui pourrait s'intensifier jusqu'à inclure des représailles iraniennes contre Israël, des attaques contre les infrastructures pétrolières du Golfe, la fermeture du détroit d'Ormuz par des opérations de minage ou des actions navales, et l'implication potentielle d'autres acteurs, notamment la Russie ou la Chine, selon l'évolution du conflit. Chaque option a ses partisans au Pentagone, au département d'État et à la Maison-Blanche. Chaque option entraîne de graves conséquences, et la décision concernant l'option à exécuter doit être prise en heure, et non en jours, parce que la situation tactique actuelle est intenable.
Voilà le problème avec la fermeté de spectacle. Elle semble simple jusqu'à ce que les conséquences arrivent avec des missiles, des marchés pétroliers et des alliés au téléphone. Comprendre pourquoi l'Iran a choisi d'exécuter cette opération exige de comprendre ce que l'Iran croit pouvoir obtenir et quel coût il est prêt à accepter. L'objectif stratégique de l'Iran n'est pas de couler des porte-avions américains. L'objectif de l'Iran est de démontrer qu'il possède la capacité de menacer crédiblement des porte-avions américains, que la domination navale américaine dans le golfe Persique peut être contestée, et que les coûts d'une confrontation militaire avec l'Iran sont plus élevés que ce que les dirigeants politiques américains sont prêts à accepter. L'Iran parie que les États-Unis, confrontés à une élection présidentielle gérant les conflits en Ukraine et les tensions avec la Chine, et disposant d'un appétit politique intérieur minimal pour une nouvelle guerre au Moyen-Orient, choisiront la désescalade plutôt que la réponse par la force écrasante qui serait nécessaire pour vaincre de manière décisive les capacités militaires iraniennes. L'Iran parie que les porte-avions américains ont plus de valeur comme symbole politique que comme plateforme de combat, et que les États-Unis ne risqueront pas d'en voir un endommagé ou coulé lorsque la désescalade demeure une option. L'Iran parie que les alliés américains du Golfe, qui dépendent de la liberté de navigation par Hormuz pour leur survie économique, feront pression sur les États-Unis pour éviter le conflit, même si cela signifie accepter les défis iraniens à la présence américaine. Et surtout, l'Iran parie que la Russie et la Chine fourniront un soutien diplomatique et potentiellement matériel à l'Iran si les États-Unis choisissent l'escalade militaire, rendant tout conflit américain avec l'Iran plus coûteux et stratégiquement plus complexe qu'une confrontation localisée au Moyen-Orient. Ce ne sont pas des paris irrationnels. Ce sont des évaluations calculées, fondées sur l'observation par l'Iran du comportement américain à travers de multiples crises et plusieurs administrations. La question est de savoir si l'évaluation iranienne de la tolérance américaine au risque est exacte, ou si l'Iran a fondamentalement mal interprété la manière dont les États-Unis répondront à des défis militaires directs contre leurs forces. Quand des adversaires commencent à calculer autour de l'hésitation américaine, les slogans de campagne cessent d'être un bruit de fond et deviennent une partie du climat stratégique. Ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz est observé avec une attention intense à Beijing, Moscou, Pyongyang et dans toutes les capitales où les gouvernements évaluent la crédibilité militaire américaine et la volonté des États-Unis de défendre leurs intérêts sous pression. La Chine observe pour évaluer si les États-Unis ont la volonté politique et la capacité militaire de gérer simultanément une crise avec l'Iran tout en maintenant leurs engagements dans le Pacifique occidental. Si des porte-avions américains sont immobilisés au Moyen-Orient pour répondre à des menaces iraniennes, ce sont des porte-avions qui ne sont pas disponibles pour dissuader une action chinoise contre Taïwan ou rassurer les alliés au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. La Russie observe pour déterminer si les réponses américaines aux défis posés par des puissances régionales suivent des schémas prévisibles qui peuvent être exploités. Chaque donnée concernant la tolérance américaine au risque, les délais de décision et les seuils d'escalade constituent un renseignement précieux pour la planification stratégique russe. La Corée du Nord évalue si les engagements de sécurité américains envers les alliés sont crédibles lorsque ces engagements exigent d'accepter un risque militaire direct. Si les États-Unis retirent leurs porte-avions du Golfe Persique pour éviter la confrontation avec l'Iran, quelle confiance la Corée du Sud devrait-elle avoir dans la volonté américaine de la défendre contre une agression nord-coréenne si cette défense exigeait une acceptation similaire du risque? L'ordre mondial que les États-Unis soutiennent repose fondamentalement sur la conviction que la puissance militaire américaine est décisive et que les engagements américains sont crédibles. Chaque fois que cette conviction est testée et jugée insuffisante, l'architecture de dissuasion et les relations d'alliance qui ont empêché une guerre entre grandes puissances pendant 8 décennies se dégradent graduellement. Il ne s'agit pas simplement de 3 porte-avions dans le Golfe Persique. Il s'agit de savoir si le système international continue de fonctionner selon des règles imposées par la puissance américaine, ou si ce système se fragmente à mesure que des puissances régionales découvrent qu'elles peuvent contester avec succès la présence américaine dans leur sphère d'influence. Un ordre mondial ne peut pas fonctionner à coup de bravade en conférence de presse, même si le micro la fait paraître plus grande qu'elle ne l'est. 3 porte-avions de la marine des États-Unis sont actuellement activement ciblés par des systèmes d'armes iraniens dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas un scénario d'entraînement. Ce n'est pas un bluff diplomatique. C'est une crise militaire active qui se déroule en temps réel, avec des délais de décision mesurés en heures. Les 6 prochaines heures détermineront si cette crise sera résolue par une intervention diplomatique d'urgence, si les porte-avions américains se retireront de la zone de menace, ou si les États-Unis mèneront des frappes militaires contre les forces iraniennes afin d'éliminer la menace et de rétablir la liberté d'opération. Il n'existe aucune bonne option.
Chaque voie possible comporte des risques et des coûts énormes. Le retrait endommage la crédibilité américaine. Le maintien des positions risque une attaque iranienne. Les frappes préventives déclenchent une guerre aux conséquences imprévisibles, mais la décision ne peut pas être repoussée au-delà du délai opérationnel, pendant lequel les équipages des porte-avions peuvent soutenir l'alerte maximale, et ce délai est en train de s'épuiser. L'Iran a fait un pari calculé. Les États-Unis n'accepteraient pas les risques inhérents au maintien de 3 porte-avions dans un environnement de menace confinée. Les États-Unis doivent maintenant décider s'ils vont donner raison à l'Iran en se retirant ou lui donner tort en restant et en acceptant les conséquences qui suivront. C'est le moment le plus dangereux dans les relations entre les États-Unis et l'Iran depuis 1988. Et contrairement aux crises précédentes, qui s'étaient développées sur plusieurs semaines et avaient permis de construire des voies de sortie diplomatiques, celles-ci compriment les délais de décision à quelques heures. Le monde regarde. Les alliés américains évaluent, les adversaires américains calculent, et 3 groupes aéronavals sont au poste de combat, en attente d'ordres qui seront bientôt donnés. Ce qui se produira dans les 6 prochaines heures résonnera dans le paysage stratégique mondial pendant des années, et cette crise se déroule en temps réel. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.